Yes, merci. Première question, vous m'entendez bien? Parfait. Fait que oui, real-time, ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a traduit dans l'email comme le duel des titans là, du streaming. Fait que j'ai bien aimé le titre, mais là, la présentation est en anglais parce que justement, en prévision du Kung Fu. Mais je vais la faire en français ici, bien sûr. Donc, effectivement, moi, c'est Chérif. Je travaille présentement en data architecture, en architecture de données, data engineering, tout ça, mais j'ai été aussi en développement beaucoup dans le back-end, beaucoup dans le event processing. Dans le temps, j'ai travaillé avec TVMQ, là, pour ceux qui se rappellent de ça. C'est quand même assez vieux. Ça existe encore. Là. Puis, MSMQ, bon, Kafka, toutes ces affaires-là. Puis, dans le fond, aujourd'hui, ça va être vraiment parler de stream processing, puis des deux librairies, finalement, qui sont les plus utilisées, voir c'est quoi leurs avantages, puis lequel des deux vous devriez choisir en fonction de votre use case. Fait que, première chose, qui sait c'est quoi du stream processing? Oui, c'est bon, j'aurais dû faire l'inverse, dire qui ne sait pas. Fait que c'est ça, le stream, c'est une séquence d'événements continus qui vous arrive à votre application, OK? Imaginez, par exemple, une application de suivi pour le transport en commun, quand vous l'ouvrez puis ça vous dit la bus est rendue à tel, c'est parce qu'il y a des événements qui rentrent sur un serveur, ça dit les autobus sont où, puis à un moment donné, c'est transformé en il reste tant de minutes avant que la bus arrive. T'sais. Ou un stock, l'exemple que je vais prendre pour vraiment l'illustrer, c'est un stock ticker. Là. Dans le fond, on reçoit des actions, puis là, notre stock ticker nous dit que telle compagnie monte ou descend. Puis le stream processing, finalement, c'est de prendre tous ces événements-là, tous ces signaux-là de la nature, puis venir faire de quoi d'utile avec. Okay? Donc, on parle vraiment de data processing, mais en temps réel aussi. Fait que les use cases typiques, l'analytics en real-time, donc du BI, mais du BI qu'on veut qu'il bouge avec ce qui arrive pour de vrai, puis en low latency. Toutes sortes d'applications event-driven, je vous donnais un peu l'exemple d'une application de transport en commun. Tout ce qui est sensor data, là, Internet of Things, donc tout prendre le sensor data puis le traiter puis l'amener dans une application. Surveillance des opérations là, dans une business, là, donc business monitoring and alerting, puis un cas bien populaire, le anomaly and fraud detection. Fait que, ça, c'est un autre cas un peu d'école là, dans stream processing. Une architecture typique, normalement, on va avoir ce qu'on appelle une source. Fait qu'une source, c'est d'où nos événements viennent. Généralement, en tout cas, j'ai mis Kafka. Kafka, c'est un cas assez populaire, là. Mais normalement, vos événements vont être générés par quelque chose, là, un device, une patente, de l'information qui vient d'Internet ou une source de données quelconque. Puis, dans le fond, le stream processing, vous allez mettre en place un certain nombre de processeurs qui vont aller transformer ça pour faire, par exemple, des regroupements, des régressions, faire la détection d'anomalies, par exemple. Puis, on va publier ça à un sync. Fait qu'un sync, c'est là qu'on publie le résultat. Dans mon exemple, c'est juste un WebSocket avec un dashboard, là. À noter que la partie UI, je connais moins ça. Là, fait que c'est peut-être plus WebSocket qui est à la mode aujourd'hui, c'est peut-être autre chose, là, mais c'est juste pour donner une idée. Puis, bien important, dans le stream processing, il y a toujours ce qu'on appelle un state. Il faut manager le state de notre application. Puis c'est ça qui rend les choses complexes. Okay? Fait que je vais l'illustrer un petit peu avec un exemple. Il y a, à la fin, il y a un lien vers un repo Git. Puis dedans, il y a vraiment comme une démo. C'est quelque chose que vous pouvez exécuter. Donc, c'est un stock ticker. Là, dans le fond, on rentre des prix d'action. Puis là, il y a une application Spark et Flink en console. Là, donc, rien de compliqué qui vient vous envoyer une alerte là, quand le stock a monté de plus ou moins 5 là. Fait que vous pouvez jouer avec. Là, j'ai pas osé l'exécuter là parce que dans 15 minutes, ça passe vite. Là. Fait que voilà. Mais si on regarde vraiment ce qui se passe dans cette application-là au niveau des événements, fait que supposons qu'on a des événements qui arrivent qui est juste un timestamp, un symbole, là, le nom d'une compagnie finalement, là, comme Apple puis Microsoft et tout ça, puis un prix, puis ça arrive au fil du temps. Là, ce qu'on veut, c'est d'être alerté quand il y a des grosses variations. Là, j'ai mis 5 de manière arbitraire. Là. Fait que là, en réalité, ce qui arrive, imaginons qu'on commence, on reçoit Apple, imaginons que notre state est vide, donc on va créer notre state avec Apple dedans, avec le prix de 250 qu'on vient de recevoir. Après ça, on va recevoir Microsoft, on va recevoir Apple encore. Quand on va recevoir Apple encore, on l'a déjà, donc on fait juste updater. Puis à chaque fois qu'on update, dans le fond, on vérifie la valeur d'avant. Est-ce qu'on a monté de plus que 5 Oui, bon, OK, on continue.
puis ainsi de suite. Là, on voit qu'à un moment donné, on reçoit un Microsoft qui a monté de beaucoup, plus que 5 Fait que là, ça vient générer une alerte, donc ça génère un événement, et ainsi de suite. Là. Donc, dans le fond, l'idée, là, c'est qu'on prend des événements qui rentrent, puis on vient générer, s'il y a lieu, là, un événement qui va sortir. OK? Fait que dans notre cas, c'est une alerte, mais ça peut être juste, mettons, vous pouvez faire un tableau de bord avec juste les prix, puis juste l'updater à l'usager. Ça peut être ça, votre application. Ça peut être les prix plus une alerte quand les prix changent trop, etc. Puis là, vous remarquez en haut, ma timeline puis les timestamps des events ne fit pas ensemble. Ça, c'est normal. C'est pour illustrer quelque chose qui arrive tout le temps en event processing, c'est-à-dire que les événements ne vont pas arriver exactement au même moment que votre wall clock quand vous l'allez traiter. Fait que ça, c'est une réalité à laquelle il faut vivre. Puis, c'est quelque chose que le framework, les deux librairies qu'on va explorer, devraient vous aider. Okay? C'est une des raisons pourquoi on utilise des librairies pour faire ce genre de travail-là. Fait que, on va aller voir nos deux protagonistes. Là. Donc, Spark, c'est une librairie qui est quand même assez mature, elle existe depuis longtemps. Sauf que, étrangement, elle n'a pas été faite pour faire du stream processing. Okay? Elle a été faite pour faire du batch, okay? Du big data processing. On prend un gros volume de données, puis on vient le transformer pour faire du data science, faire des rapports, faire du BI. Mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée brillante dans version 2, là, ça fait quand même longtemps. Il a eu l'idée brillante de dire, bien, pourquoi on ne prend pas un stream? On prend un certain nombre les X premiers éléments, on les prend, puis on fait une batch, puis on les donne à Spark comme si c'était une batch. Puis là, bien, ça fait que Spark supporte le streaming. Là. Mais il supporte le streaming avec ce qu'on appelle une micro-batch, c'est-à-dire, une batch qui est juste un certain nombre d'événements qui est limité dans le temps. Là. Bon, les API, il y a des streams c'est un peu legacy, là, mais on parle surtout de Structured Streaming, qui est le fameux DataFrame API. Ça ressemble un petit peu à du SQL mélangé avec du Python, là, du Python ou du Java. Là. Fait que voilà, puis c'est ça qui permet un gros avantage de Spark, c'est que vous pouvez faire une logique d'affaires très complexe, mettons des règles d'affaires. Vous pouvez les coder pour le DataFrame API, puis l'utiliser dans du streaming ou dans du batch. Fait que dans les deux cas, ça va être le même code que vous allez exécuter, parce que lui, il ne voit pas la différence. Bon, il y a des librairies additionnelles, là, complémentaires dans Spark. Il y a quand même un très gros écosystème, c'est très mature, puis voilà. Spark, c'est une architecture là, distribuée, fait qu'un peu influencée là, par MapReduce. Là, en fait, c'est comme un peu le successeur de tout ça. Là. Donc, on a des masters puis des workers. Puis bon, le master, il s'occupe de distribuer la job à des workers qui font le processing de la grosse quantité de données qu'on va sûrement recevoir. Là. Un petit code snippet. Ouais, fait que ça, c'est une définition d'un pipeline là, Spark. Je ne vous donnerai pas chaque ligne, là, mais en gros, on consomme notre... Là, j'ai juste mis un socket, là, un socket normal, là, réseau. On fait notre parsing là, de l'objet de JSON à Java. On groupe ça par key, parce que le key, dans le fond, dans notre cas, c'est quoi? C'est le stock symbol. Fait qu'on regroupe ça par stock symbol, puis après ça, on prend le dernier, puis on fait la détection là, de s'il a changé plus que 5 puis après ça, bien, on output ça dans la console, là, dans notre cas. Là. Pour ce qui est de Flink, bien, Flink, c'est plus récent que Spark. Ça a été designé en partant pour du real-time processing. Donc, on n'a plus la béquille là, des micro-batch. Des micro-batch, c'est une très bonne idée, mais c'est quand même un peu une béquille. Là. On processe tous les événements de manière indépendante. Donc, c'est vraiment du streaming là, réel. Là. Il n'y a plus la question de micro-batch. Encore là, il y a plein d'API pour interagir avec. C'est surtout le DataStream API là, qui est le plus important. Encore là, plein de librairies complémentaires et un écosystème qui est de plus en plus mature. Là. Ça fait quand même... Au début, je disais que l'écosystème était moins mature, mais là, j'ai révisé un peu ma position parce que ça a quand même évolué là, depuis le temps. Puis, on parle de plus que 10 ans là, que ça existe. Là. Donc, ce n'est pas une librairie récente tant que ça. L'architecture de Flink, j'aurais pu pratiquement copier celle de Spark. À haut niveau, ça se rassemble. C'est une architecture distribuée avec un master puis des workers. On y envoie des données, puis lui, il distribue ça à travers plusieurs nodes. Là. Donc, c'est très, 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 très scalable. On peut soit envoyer un petit stream avec quelques données dedans sur une node, puis ça va bien marcher. Puis on peut aussi le floader avec plein d'événements sur plusieurs nodes, puis ça va aussi bien fonctionner. Bon, le code sample. Étrangement, le code sample est vraiment plus simple que celui de Spark. Là.
J'ai comme été surpris moi-même. Donc, c'est ça, là, on a notre parsing de JSON regroupé, on key by, là, ce qui est comme un group by. Puis après ça, on le map là, au price change detector là, qui détecte le changement. Fait que bon, je vous ai parlé des micro-batchs, fait que vraiment juste pour illustrer, là, ça c'est vraiment la plus grosse différence entre les deux librairies. Spark fait vraiment des micro-batchs. Donc l'événement numéro 1, le temps qu'il soit processé, oui, il va arriver en premier, mais vous n'allez pas avoir de résultat avant la première ligne bleue. Là. OK? Ben c'est ça, c'est de même que Spark fonctionne, il met des événements ensemble, il les traite tous, puis après ça, il output un résultat pour la gang. Tandis que dans Flink, vous avez des événements à chaque ligne bleue. Tant qu'il est capable de traiter, ça va vous les outputter le plus vite possible. Là. Puis ça paraît dans performance. Là, je n'ai pas fait mes propres benchmarks. J'ai préféré prendre des benchmarks de gens qui ont fait. Fait que c'est vraiment un paper que j'ai pris carrément de l'équipe de Yahoo Engineering. Là. Fait que, eux, ils ont fait quand même des bons benchmarks. Par contre, leurs graphiques sont très petits. L'axe des X, c'est le percentile. Donc, combien de pourcents qui ont fité dans, qui est l'axe des Y, le temps de traitement. Donc, dans Spark, on voit que 50% à peu près là, des records ont pris plus autour de 4 secondes. Là, puis ça monte là, de manière assez vite. Tandis que dans Flink, pratiquement 100%, c'est en bas de 2 secondes. Là. On a vraiment juste le 99, puis même en tout cas, il faudrait utiliser une loupe là, pour voir, là, mais on a vraiment juste des outliers qui ont pris plus que 2 secondes. Donc, Flink est vraiment plus régulier. Ça, c'est une autre affaire aussi. Là. C'est pas seulement que Spark, oui, il est rapide quand on ne lui donne pas trop de charge, mais après ça, quand on lui donne plus de charge, ben là, il ralentit de plus en plus parce que la micro-batch devient de plus en plus grosse et de moins en moins micro, finalement. Tandis que Flink, lui, ben, il reste plus constant. Okay? C'est sûr qu'à un moment donné, si vous utilisez le même hardware et que vous envoyez encore plus de stock, ça va ralentir de plus en plus. Là. Ça, c'est les lois de la nature, mais n'empêche qu'il va être un peu plus régulier. Puis si on compare au niveau des features, au-delà de la performance, donc supporter la connectivité. Là. Ça, c'est une des premières choses que vous voulez avec une plateforme de streaming, c'est qu'il soit capable de se connecter à whatever que vous allez vouloir. Là. Donc, Kafka, RabbitMQ, toutes ces affaires-là. Donc, dans les deux cas, c'est quand même bien supporté. Plusieurs connecteurs de BD pour gérer le state, tout ça. Ça, encore là, il n'y a pas de problème. C'est intégré avec des monitoring tools, il n'y a pas de problème parce qu'encore là, ça va être le genre de choses que vous allez vouloir monitorer. Les langages, ça supporte Java, Scala, Python. Dans le cas de Spark, SQL et R, mais je vous dirais, pour du real-time streaming, on va peut-être plus aller en Java puis en Scala. Les deux frameworks ont été écrits en Scala, by the way, là, fait que c'est sûr qu'ils roulent dans la JVM de façon native. Puis, bon, dans les deux cas, on a une architecture distribuée, là, donc ça, c'est quand même un gros avantage. Les stateless operators, donc toutes les transformations qui ne demandent pas de state, c'est convertir d'un JSON à un objet ou transformer un objet, tout ça ne demande pas de state. C'est tout supporté, les filtres, les projections. Joiner avec du data statique, ça marche quand même assez bien, mais faites attention au latency que ça ajoute. Puis les stateful aussi, c'est quand même pas mal supporté aussi. Là. Fait que tout ce qui est groupé, les agrégations, comme on a vu, là, mettons faire une somme, les windows, faire une somme, mais à chaque minute, mettons. C'est supporté directement dans ça. Joiner deux streams, bon, c'est supporté, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée non plus. Puis, créer ce qu'on appelle des sessions. Ça, c'est aussi un use case qui revient souvent en streaming. C'est-à-dire, on a plein d'événements, mais on veut créer une session. On veut dire quand est-ce que la personne est rentrée puis sortie. L'exemple classique, c'est un site web. Là, savoir quand est-ce que quelqu'un est... comment on délimite la visite d'une personne à un site web, avec juste les requests, finalement. Puis, bon, dernier set de features, c'est genre, non, c'est pas le dernier, c'est vrai, mais mettons, les derniers sets de features techniques, c'est est-ce qu'ils vous aident à gérer les pitfalls du streaming, là? Donc, le time management. Dans les deux cas, ils vont vous permettre de vous hooker directement sur l'event time ou le processing time, c'est comme vous voulez, mais généralement, on prend l'event time, là. Gérer le late arriving data. Donc, oui, vous allez avoir du data qui arrive des secondes ou des minutes après que le temps est passé. Puis, dans le fond, le framework, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander, vous pouvez le configurer pour dire, est-ce que ces événements-là, je veux en tenir compte ou pas? Okay? Est-ce que c'est comme trop tard, là, la fenêtre est passée, on l'enlève? Parce qu'à un moment donné, il faut
faut ignorer des choses, puis il faut enlever des choses de notre state pour que notre mémoire ne pète pas. T'sais. Parce que le state, si vous pouvez juste garder toute votre data dans le state, ça va juste grossir à l'infini. L'objectif, c'est qu'éventuellement, ce data-là va aller dans une BD aussi, là, mais le state qui gère votre real-time, lui, il faut le garder un peu limité. Justement, le state management plus fine-grained, donc les deux le permettent, mais Flink est beaucoup plus riche de ce côté-là. Là. Il y a beaucoup plus de façons d'évicter des affaires. Delivery semantics, donc dans le streaming, on veut au moins at least once, c'est-à-dire je vais recevoir toute l'information au moins une fois, mais des fois je vais la recevoir une deuxième fois parce qu'il y a eu une failure puis on a renvoyé le message. Okay? Puis bien sûr, la meilleure option, c'est l'exactly once, c'est-à-dire tout va être envoyé une et une seule fois. Fait que ça, Flink est un peu meilleur là-dessus que Spark. Par contre, ça suppose que tout ce que vous faites respecte aussi ce sémantique-là. Fait que si vous faites, par exemple, une affaire custom pour écrire dans une BD, qui n'est pas un connecteur là, fourni, là, bien, c'est à vous autres d'implémenter l'exactly once. Okay? Puis souvent, on le fait en utilisant l'idempotence. Donc, on va écrire, mettons, dans une BD, puis on a un genre de token qui nous dit si on l'a déjà fait. Fait que comme ça, on est capable d'éviter de les réécrire une deuxième fois. Ou sinon, on le réécrit une deuxième fois, puis peut-être ça ne fait aucune différence. Là. Fait que c'est à vous autres de voir qu'est-ce que, selon votre use case. Là. Fault tolerance, encore là, Flink a un certain avantage. Puis Backcrasher, Flink a un très gros avantage, là, comme on a vu. Là. C'est sûr que le micro-batching, il n'aide pas beaucoup au niveau de Spark là-dessus. Bon, dernier set de considération qui est moins technique. Là. Donc, la learning curve, c'est sûr que Flink, c'est plus technique. Si vous partez, mettons, si vous avez une équipe plus de data engineering habituée à faire du Python et tout ça, bien, ça va être la première fois qu'ils vont faire du Java. Ça va peut-être être un choc. La maturité du produit, Spark, ça date depuis longtemps, mais je dirais que Flink, c'est production ready là, quand même. C'est pas si pire. La maturité de l'écosystème aussi, c'est quand même mieux au niveau de Spark. Là, c'est plus vieux. Là. De vendor support, bien, Spark, il y a carrément Databricks, qui est la version commerciale là, de Spark. Puis tous les cloud providers, Amazon, Microsoft et tout ça, ont leur propre implémentation de ça. Tandis que Flink, bien, ça commence. Ce n'est pas encore aussi mature, mais ça commence. Puis au niveau de scalability, bien, comme je disais, là, Flink a un avantage. Fait que, avant d'arriver à la conclusion, bien, la question de se poser, c'est vraiment, avez-vous besoin, êtes-vous devant un cas real-time ou pas? Fait que real-time, c'est vraiment quand on a une application, puis vous avez besoin que les choses se refresh en dedans de 5 secondes ou encore moins. T'sais. Puis là, c'est là que, c'est un SLA, c'est-à-dire qu'il faut que 99% du temps, c'est en bas de 5 secondes. 5 secondes, c'est pas si pire que ça, mais c'est dans toutes les situations. Fait que pensez aux failures, pensez au réseau qui réagit mal, pensez à peu importe. Fait que c'est là que c'est un cas plus real-time. Si c'est le cas, bien, c'est plus complexe. Là. Fait que c'est sûr que les gens qui vous demandent ces use cases-là, il faut leur dire, regarde, du stream processing, garder ces SLA-là, ça demande un peu plus de complexité. C'est pas juste de traiter les données puis de faire un peu d'SQL. Fait qu'il faut toujours se demander, est-ce qu'il y a un business case? Est-ce que c'est un business case payant? Puis si oui, bien, go for it. Puis, dans le fond, bien, en conclusion, c'est sûr que si vous avez vraiment un vrai cas de streaming, real-time, moi, je vous conseille de prendre Flink, de faire le saut. Ça a été fait pour ça, ça paraît. Sauf que si vous avez comme un cas, souvent ce qui arrive, c'est que les gens veulent que leur data se refresh rapidement, mais pour eux, c'est quelques minutes égale quelques secondes égale 15 minutes. Là, les gens, ils accepteraient quand même, ils n'ont pas un SLA serré, ils veulent juste que le data se refresh au fur et à mesure de la journée. Fait que si vous êtes plus là, je dirais que vous êtes plus dans un cas de data engineering en near real-time un peu, là. Puis dans ce cas-là, Spark peut être parfaitement là, acceptable, puis peut-être un peu plus facile à adopter, là, surtout s'il y a des gens qui le font déjà dans votre organisation. Donc voilà, Q&A, ça c'est le repo Git, si vous voulez le prendre. Puis, yes? Dans ta présentation, tu montres un peu Spark, tu montres Flink, mais je vois pas dans quel use case j'utiliserais Spark. On dirait que tu as dit que c'était du legacy, puis le but, c'est Flink, c'est vraiment gagnant. C'est plus rapide, ça fait plus de data processing, plus low latency. Pourquoi j'utiliserais Spark? Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, mon background, c'est qu'on faisait déjà du Spark, puis justement, on se demandait est-ce qu'on faisait le saut à Flink. Okay. Fait que souvent, la réponse, c'est justement des gens qui sont plus en data engineering, qui sont habitués à faire du Spark.
habitués, mettons, plus en Python, ce genre d'affaires-là. Puis qu'il n'y a pas de réel cas de real-time. Tu sais, c'est juste, on veut processer les données au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est pas, on n'a pas des séries serrées. Fait que des équipes plus de data science, data engineering, qui, justement, s'ils veulent travailler en Python aussi, là, je pense que Flink qui supporte le Python, mais c'est tellement limité que je ne conseillerais pas d'aller là. Fait que si je pars un système à partir de zéro, tu conseillerais Flink. Oui, si on veut que ça se refresh de manière rapide, que ce soit responsive, oui, absolument. Yes? Sacrifier pour mettons que j'ai un problème, parce que je pense que c'est l'architecture. Au niveau de l'architecture, excuse-moi, je réfléchis. Au niveau de l'architecture, c'est pas décentralisé, là, mais distribué. Ouais. Donc, mais ça, c'est ton déploiement à l'interne, mais toutes les architectures publiques ouvertes de type Web3, mettons Bitcoin ou n'importe quoi, que tu as des offres, tu as des infras qui sont indépendantes. Là. Est-ce que c'est le genre de techno que tu recommanderais? Ouais, mais c'est sûr que la nature distribuée fait que ça s'adapte bien à ça. Mais c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, quand il y a du state management, il y a toujours quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il décide qui a raison. Oui, mais ça, je pense que c'est des algorithmes de consensus, là, mais... ouais, c'est ça. Mais ça s'applique-tu avec Flink ou ça quand ben, eux, ils utilisent ça, là. Ils utilisent ça? Oui, ils utilisent des algorithmes de consensus pour... à l'interne, À l'interne, oui. Okay. Exact. Je peux aller dans ces détails-là, mais... comment tu fais pour, quand tu as deux instances indépendantes, est-ce que tu peux... comment ils se parlent, ces consensus-là? Ben, c'est eux qui gèrent ça. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on utilise ce genre de librairie-là, c'est que c'est implémenté dans la librairie. Ok, je vais aller voir. Puis c'est sûr que oui, il y a tout un mécanisme là. Merci. Yes. Si on peut applaudir Frédéric.